Il était une fois un ménestrel. C'était un type insouciant parcourant le pays pour chanter à la cour des seigneurs et des rois. Partout, il était accueilli à bras ouverts. Grattant son luth et déroulant ses histoires d'amour et de bravoure, il charmait les dames avant de reprendre sa route. Quelle vie! Oui, une bonne vie. Sauf que bien sûr, ce n'était pas du tout comme ça. Le showbiz était aussi capricieux au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Le goût du public changeait aussi fréquemment. Et alors, comme maintenant, derrière le divertissement se cachait souvent un message politique. En fait, être ménestrel ou poète de cour était souvent carrément dangereux. Surtout lorsqu'on se produisait devant un public hostile. Ou pire, une armée hostile, comme dans le cas du ménestrel normand Taillefer. Oh, Taillefer is my name and singing is my game. And if you want to know what a minstrel's for, here's how I got to start a war. C'est l'histoire d'une des plus grandes bravades de tous les temps. En tout cas, l'une des plus folles à mon avis. Ça s'est passé dans ce champ, là-bas, en 1066, à la bataille de Hastings. Le roi Harold et ses 7000 soldats anglais sont massés derrière un mur de boucliers sur cette hauteur, là où se tient aujourd'hui Battle Abbey. Le duc Guillaume et ses Normands, en nombre égal, sont rangés plus bas sur la pente, là-bas. Les Anglais paraissent avoir l'avantage. Et pendant un moment, il semble que les Normands aient un peu le trac. Personne ne veut charger le premier. C'est alors qu'une silhouette se détache des lignes normandes. Mais ce n'est pas le duc Guillaume. Ce n'est même pas un soldat. C'est le ménestrel Taillefer. Il chevauche droit sur les lignes anglaises tout en jonglant avec sa lance et son épée. Les Anglais apprécient le spectacle, jusqu'à ce que Taillefer finisse par jeter sa lance sur l'un des soldats et le tue. L'enfer se déchaîne. Les Français chargent, et le reste, c'est bien connu, appartient à l'histoire. L'histoire de la bataille de Hastings est célèbre. Il est donc surprenant que Taillefer n'y figure nulle part, pas même sur la tapisserie de Bayeux. En fait, sans l'un des chroniqueurs, nous n'aurions jamais entendu parler de sa bravoure. Je suppose que les chevaliers normands, dont la tapisserie de Bayeux relate les exploits, n'avaient pas envie d'être ridiculisés par un simple ménestrel. Mais que venait faire un ménestrel sur un champ de bataille? Eh bien, les fonctions d'un ménestrel ne se limitaient pas à jouer de la musique. Le mot ménestrel signifie petit serviteur. Ils étaient au bas de l'échelle sociale. Et dans la rude culture militaire du XIe siècle, on faisait peu de distinction entre ceux qui pouvaient cuisiner ou effectuer d'autres corvées et ceux qui pouvaient écrire de la poésie ou jouer d'instruments de musique. Ce n'étaient pas des cours très raffinés. Les seigneurs de la guerre qui les régentaient accordaient peu de valeur à des futilités comme les arts et les divertissements. Ils s'intéressaient principalement aux subtilités du combat et aux moyens de s'entretuer. Les ménestrels comptaient donc à peine plus que des domestiques. Et plus ils avaient de compétences, mieux c'était. Un poème du XIIIe siècle définit un vrai ménestrel comme quelqu'un qui parle et rime correctement, a de l'esprit, connaît l'histoire de Troie, fait tenir des pommes en équilibre sur un couteau, jongle, saute à travers des cerceaux, joue de la citole, de la mandore, de la harpe, de la viole et du psalterion. Pour faire bonne mesure, il lui est également conseillé d'apprendre l'art d'imiter les oiseaux, de faire parader ânes et chiens savants et de manipuler des marionnettes. Il paraît qu'il était bien vu de savoir aussi danser le hip-hop. Rien de neuf là-dedans. Ces petits serviteurs, les ménestrels, devaient assumer de nombreuses tâches. Par exemple, on pouvait leur demander d'assurer la garde de nuit, afin qu'ils sonnent l'alarme en cas d'attaque ou d'incendie.
En 1306, un ménestrel nommé Richard donna l'alerte à Windsor et évita au château d'être ravagé par le feu. Dommage qu'il n'y ait pas eu quelques ménestrels dans le coin en 1992. Dans la cacophonie des batailles, les serviteurs, sachant souffler dans une trompette, étaient indispensables pour rallier ou encourager les troupes. Loin du champ de bataille, ces mêmes serviteurs pourvoyaient au divertissement, bien que leur répertoire fût assez restreint. Voyez-vous, les guerriers et les seigneurs de la guerre du XIe siècle ne portaient pas grand intérêt aux histoires d'amour adolescentes ou au destin de quelqu'un qui, malgré des handicaps épouvantables, parvient à devenir pianiste de concert. Ce qu'ils voulaient, c'était des histoires sur des hommes comme eux, qui tuent des hommes comme ceux qu'ils avaient tués le matin même. De préférence avec beaucoup de détails sanglants et de fanfaronnades. Cela s'appelait des chansons de geste, chansons de hauts faits. Et celle-ci, la chanson de Roland, était sur les lèvres de tous les ménestrels. Cette épopée, en 4000 vers, demeura le gros tube normand pendant près d'un siècle. C'était un peu le numéro 1 au top normand. C'est une sorte de grande ballade qu'on écoutait au début du XIIe siècle. C'était la plus populaire des chansons de geste. Y avait-il un peu d'amour ? Non, c'est un environnement où l'amour tenait très peu de place. Culture de mec. Oui, ça correspond à la mentalité des films d'action. Deux copains se retrouvent et font ce qu'ils ont à faire. Et s'il y a des femmes, elles sont très accessoires. Dans la chanson de Roland, la seule histoire d'amour est celle du héros Charlemagne déclarant sa flamme éternelle et sa loyauté à son épée. C'est une belle chanson, et il reste encore 3554 vers. On peut dire qu'ils savaient tirer parti de leur ménestrel. Pourquoi les ménestrels étaient-ils perchés sur des tribunes ? Il y a deux raisons. À l'évidence, la première est acoustique. Le son porte mieux. La deuxième, c'est qu'à la cour, on invite des musiciens qui sont de la plus basse condition, et on ne veut pas frayer avec eux. On les tient donc à l'écart. C'est un éloignement à la fois hiérarchique et spatial de la basse classe. On peut penser qu'ils observaient aussi ce qui se passait. Oui, on avait oublié que si les musiciens ont des doigts, ils ont aussi des oreilles. Et tout en jouant, ils pouvaient écouter les conversations. Il n'est pas étonnant qu'ils se soient souvent trouvé une sorte d'emploi secondaire dans l'espionnage. Les troubadours révolutionnèrent le mode de pensée sur les sexes. Ils accordèrent aux femmes la supériorité sur les hommes et firent de l'amour un sujet de fiction à part entière. Jusqu'à cette époque, adresser une chanson d'amour à une femme mariée était punissable de mort. Cela équivalait à lui avoir jeté un sort. Mais là où les troubadours étaient vraiment révolutionnaires, c'est qu'ils écrivaient dans la langue de tous les jours, celle de l'homme de la rue. Et il se trouvait qu'ils vivaient dans la région de France où oui se disait hoc. C'était le pays d'Oc, et on y parlait l'occitan. Les Fabulous Troubadours, des rappeurs français inspirés par les poètes du Moyen-Âge, se lancent dans une rétrospective de poésie occitane. Qu'y avait-il de si important dans le fait de chanter en occitan ? Avant les troubadours, toute la littérature est en latin. Seuls les aristocrates peuvent comprendre. Mais quand ils chantent et écrivent en occitan, tout le monde peut comprendre. Ils font de la poésie en langue vulgaire, la langue du peuple. La langue que les gens parlent dans la rue. Oui. Les troubadours utilisaient la langue de l'homme de la rue pour des jeux intellectuels d'une sophistication éblouissante. Comme cette joute,
dans laquelle les deux adversaires rivalisent d'esprit par leurs rimes et leur dextérité verbale. La sophistication de l'écriture est très importante. Et la sophistication de la musique est très importante aussi pour l'époque. Cette poésie a-t-elle eu de l'influence en Europe? Elle fait beaucoup d'effets en Europe, car c'est la première fois qu'on chante « Faites l'amour, pas la guerre »,« Faites de la musique, pas la guerre »,« Faites des tournois de poésie, pas la guerre ». Au Moyen-Âge, l'occitan est un signe de sophistication. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. La culture raffinée des troubadours et la mode d'écrire et de composer en langue vulgaire s'étendit à toutes les cours d'Europe. La nature même du divertissement de cour en fut révolutionnée. Rois et princes réalisèrent que leur royaume n'était plus défini par de simples frontières géographiques, mais qu'il régnait également sur un territoire intellectuel, le territoire de la littérature et de la chanson. Une nouvelle race de poètes de cour commença à remplacer les anciens ménestrels si frustes. Les nouveaux poètes de cour étaient résolument méprisants envers eux. En France, Eustache Deschamps disait que la musique artificielle des ménestrels pouvait être apprise par le plus rude homme du monde, l'homme le plus grossier du monde. D'une certaine manière, la situation était un peu la même qu'au milieu du XXe siècle, quand les artistes de music hall, avec leur répertoire de numéros éculés, se trouvèrent supplantés par les humoristes de l'ère de la télévision, éduqués à l'université et capables de pondre de nouveaux sketchs toutes les semaines.